Chers amis, je suis heureux de vous retrouver pour la suite de la vidéo sur le chagrin d'amour et la rupture amoureuse. Et aujourd'hui, on va rentrer dans le vif du sujet et je vais vous donner plutôt des conseils pratiques. D'abord, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo numéro 1, je vous encourage à la regarder parce que c'est très important d'avoir cette source d'information. Ça fait partie, j'ai envie de dire, de la prise en charge et de l'aide que vous pourrez obtenir à travers cette vidéo. C'est important de comprendre ce qui se passe dans un chagrin d'amour et donc de regarder la vidéo numéro 1. On va commencer par le cas de figure où ça fait 24 heures, 12 heures, 24 heures, une semaine qu'on subit une rupture amoureuse. Ça ne va pas être exactement la même chose que si ça fait un mois ou 2 mois. Donc dans le cas d'une rupture récente, on va d'abord voir les erreurs à ne pas commettre et les erreurs qui sont les plus fréquentes. Les erreurs les plus fréquentes. D'abord, l'erreur numéro 1, c'est de vouloir régler le problème absolument tout de suite. Ça a eu lieu il y a 6 heures, il y a 12 heures, il y a 24 heures. On veut absolument joindre l'autre pour régler le problème et absolument être rassuré sur le fait qu'on puisse récupérer l'autre ou si c'est définitivement perdu. Donc ça, c'est la première erreur. On va apprendre plus loin qu'il n'y a aucune nécessité à avoir la réponse tout de suite et que ça va, de toute façon, non seulement ça ne va pas calmer, mais en plus, parfois, ça va aggraver la situation. Deuxième erreur, imaginez qu'une séparation de 6 heures, 12 heures, 24 heures, une semaine va éloigner l'autre définitivement et que le fait d'intervenir pourrait changer son état d'esprit. Ça, c'est une erreur fréquente. On ne changera rien si on appelle tout de suite ou si on appelle dans les 12 heures ou dans les 24 heures. Il faut comprendre que ce n'est pas dans l'heure qui suit que ça va jouer. On n'est pas en présence d'un arrêt cardiaque où il faut intervenir tout de suite, mais on est plutôt en présence d'une maladie qui s'installe progressivement. Il faut plutôt être dans la prévention. Donc, vouloir agir dans l'urgence est une erreur. Troisième erreur, mais qui est un petit peu la continuité de la deuxième erreur, c'est de penser que si on arrive à parler à l'autre tout de suite, on va arriver à sauver la relation et que peut-être on arrivera à récupérer l'autre. Alors, il faut bien comprendre que si l'autre est vraiment décidé de rompre avec vous, ce n'est pas parce que vous allez l'appeler dans la demi-heure qui suit que vous allez changer son état d'esprit. Ça va être quelque chose qui est beaucoup plus stratégique. Donc, enregistrez bien ça, vous n'allez pas changer la situation, ou peut-être vous allez la changer, mais à ce moment-là, c'est que la personne n'était pas vraiment décidée à rompre, donc de toute façon, elle serait revenue vers vous. Donc, vouloir régler le problème et joindre l'autre en pensant qu'on va sauver la relation ne sert à rien. J'ai souvent des patients ou des patientes qui me disent oui, mais non, je ne peux pas attendre avant de rappeler, si jamais il m'oublie, si jamais il passe à autre chose. Eh ben, vous devez comprendre que si l'autre passe à autre chose, intervenir de toute façon n'aurait rien changé. Vous devez le savoir. Mais par contre, intervenir peut toujours aggraver la situation. Quatrième erreur, qui est une erreur un petit peu plus globale, c'est de penser que la personne qui a rompu avec vous était la bonne personne, était la seule personne qui pouvait vous convenir. Alors je dois dire que vous n'auriez vraiment pas de chance parce que sur 6 milliards d'individus sur Terre, vous auriez seulement trouvé la seule personne qui peut convenir. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on appelle un biais cognitif, d'imaginer que vraiment cette personne était l'unique qui pouvait vous convenir. C'est souvent différent, c'est pas blanc ou noir. Souvent, il y a des aspects d'une personne qui peuvent vous convenir et d'autres aspects qui ne vont pas vous convenir et avec lesquels vous serez obligé de faire des aménagements. Mais quand on est en souffrance, on peut avoir des idées comme ça qui seraient définitives et qui sont presque incontournables. Cinquième erreur, c'est au niveau de la perception du temps. Vous devez comprendre que quelqu'un qui a rompu n'est pas dans la même perception du temps, n'a pas le même ressenti du temps qui passe que vous. Quand on est abandonné, qu'on est victime d'une rupture, les minutes durent des heures et les heures durent des journées. Celui qui a rompu n'est pas du tout dans la même perspective, ce qui peut expliquer le décalage. C'est-à-dire vous voulez absolument appeler dans l'heure qui suit pour résoudre le problème, et pour la personne, une heure, c'est une heure, quoi. C'est pas beaucoup de temps. Donc ce n'est pas dans l'heure qui suit, dans la journée qui suit, j'ai envie de dire dans la semaine qui suit, que tout va se jouer. Donc vous devez bien essayer de vous remettre dans une perception du temps un petit peu plus réelle et bien comprendre que l'autre n'a pas la même perception du temps que vous. C'est très important. Une autre erreur que commettent beaucoup de patients, c'est
d'écouter de la musique triste, d'écouter de la musique qui rappelle cette relation, de regarder éventuellement des photos, des petites vidéos. Alors ça, c'est vraiment l'erreur terrible parce que c'est vraiment vouloir appuyer sur la plaie pour se faire souffrir un petit peu plus. Vous devez comprendre que ça va vous servir à rien du tout, ça ne va pas vous mettre dans une disposition d'esprit pour ramener l'autre. La dernière erreur, c'est au niveau du raisonnement. Il faut bien comprendre que même si vous n'avez pas de nouvelles pendant une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, cela ne veut pas dire que c'est fini définitivement. On a vu des relations reprendre, et je le vois tous les jours avec mes patients, des relations qui reprennent 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois après, voire plus. Donc quand vous n'avez plus de nouvelles de l'autre, même si vous avez l'impression que c'est très long, ça ne veut jamais dire que c'est fini définitivement. Simplement, si c'est une rupture récente, on n'agira pas de la même façon que si c'est une rupture un petit peu plus lointaine. Voilà, donc là, je vous ai dit à peu près les erreurs que les gens font en général. Alors maintenant, je vous ai expliqué des choses déjà comportementales, mais je vais vous donner des petits trucs comportementaux importants. Quand vous êtes dans cette situation-là, c'est très important, 1, de ne pas rester seul chez soi. 2, d'essayer de voir des gens, des amis, de vous changer les idées, même être dans un café, prendre un verre, ne pas rester seul chez soi à ruminer. Évitez la compagnie des gens amoureux parce que ça va vous renvoyer l'image sans arrêt que vous avez perdu votre relation. Donc, à vrai dire, ça va peut-être vous faire souffrir un petit peu plus. Aller au cinéma, c'est très bien. Avoir une activité sportive, c'est très important parce que si vous commencez de nouvelles choses, ça va vous détourner un petit peu l'esprit et ça ne va peut-être pas résoudre le problème complètement, mais ça va être une aide supplémentaire. Donc vous pouvez aller courir, aller marcher dans la nature. Même si vous ruminez, vous introduisez quand même de nouveaux comportements et vous évitez d'être chez vous en train de ruminer. J'aimerais revenir sur la perception du temps, j'en ai parlé tout à l'heure. La perception du temps dans le chagrin d'amour ou dans la rupture amoureuse, on a une perception du temps qui est différente de la personne qui a rompu avec vous. Vous pourriez aussi vous encourager en vous disant que le temps travaille toujours pour vous. Même si vous avez une perception d'un temps qui est très lent, le temps travaille pour vous. C'est-à-dire que plus vous tenez à ne pas appeler l'autre, plus vous vous renforcez vous-même et plus vous augmentez vos chances que la relation puisse s'arranger. Croyez-en mon expérience de thérapeute, quand les gens sont dans une situation d'urgence à vouloir régler absolument le problème tout de suite, ils se mettent dans une situation d'être rejetés par l'autre, parfois brutalement. Donc si vous tenez, vous vous renforcez vous-même au niveau de votre confiance et en même temps, vous serez beaucoup plus apte, si vous êtes amené à reparler à l'autre, vous serez moins dans un sentiment d'urgence. Donc ça, c'est très très important de comprendre ça. Le temps travaille pour moi et si l'autre avait le moindre doute par rapport à la relation, cela ne va pas l'éloigner de vous, au contraire. Si ça l'éloigne de vous, de toute façon, la relation se serait terminée, quoi que vous fassiez. Mais je pense que c'est quand même moins difficile quand on ne rajoute pas encore une sensation de rejet brutal dans cette situation. Quand on est en rupture amoureuse, cela ressemble beaucoup à des obsessions, à des ruminations obsessionnelles. Donc on peut être amené à toujours penser, avoir la machine à laver là, dans la tête qui tourne, et toujours penser à la personne qui a rompu avec nous. Donc pour gérer ces obsessions, ce que je vous encourage à faire, c'est ne pas vous interdire de penser à cette personne, puisque de toute façon vous n'y arriverez pas. En revanche, vous pouvez vous consacrer du temps et vous dire, ce soir, entre 10h et 19h, je m'autorise à y penser pleinement, à me souvenir pleinement. Cela vous permettra de cadrer vos obsessions sans les freiner complètement, mais en tout cas de les cadrer, puisque je pense que c'est très difficile de les freiner complètement. Toujours au niveau cognitif, il est très important de ne pas chercher à interpréter. J'entends souvent des patients qui me disent si elle n'a pas répondu, si elle a mis ça sur sa page Facebook, si elle a fait comme ci, si elle a fait comme ça, cela veut dire que. Si tel ami ne m'a pas parlé d'elle, cela veut dire que, sous-entendu, cela veut dire que peut-être elle a dit de ne pas en parler. Il faut essayer de ne pas attribuer des pensées à l'autre. En thérapie cognitive, c'est ce qu'on appelle
faire une lecture des pensées d'autrui. On ne peut pas savoir ce que pense l'autre. On ne peut pas savoir exactement ce qui se passe dans son esprit, donc il ne sert à rien de vouloir tirer des plans sur la comète, de vouloir interpréter, de vouloir donner du sens à tout. Et je peux même vous dire en tant que thérapeute que quand je vois des personnes qui ont rompu avec une autre personne, elles ont parfois bien du mal à expliquer ce qui se passe dans leur esprit et exactement quel est le déroulement du raisonnement. Donc ne cherchez pas à interpréter absolument et à comprendre ce qui se passe dans le raisonnement de l'autre. Je dis souvent à mes patients, tout n'est pas lisible. Beaucoup de choses sont illisibles pour la personne elle-même. Donc vouloir interpréter, comprendre quel était l'objectif de l'autre ne sert strictement à rien. Deuxième distorsion cognitive, ne faites pas de prédiction. Je vais perdre cette relation définitivement, la personne ne reviendra jamais, je ne récupérerai jamais la personne, ne sert à rien, on ne peut pas savoir. Combien de fois je l'ai dit à des patients et la situation qui leur semblait figée définitivement ont changé dans les 24, 48 heures, 72 heures. Donc on ne peut pas savoir. Il est possible que la relation soit terminée définitivement, mais il est possible qu'elle ne soit pas terminée et aujourd'hui personne ne peut le déterminer. Du coup, j'en reviens à ce que j'avais dit dans ma vidéo précédente, c'est que tout ce qui est voyance, essayer de consulter des gens qui vont essayer de vous prédire l'avenir, bah, ça ne sert strictement à rien. Comme je l'ai déjà dit, les voyants, bah, ils font leur beurre, j'ai envie de dire, sur le fait de donner l'impression de rassurer, de dire que ça va s'arranger. Il y a certains voyants d'ailleurs qui ont des capacités psychologiques d'écoute, d'empathie et qui vont pouvoir avoir dans ce sens une fonction de psychothérapie. Mais aller voir un voyant ou une voyance pour absolument savoir ne sert strictement à rien, puisque de toute façon, vous avez une chance sur deux, hein, soit l'autre revient, soit l'autre ne revient pas. Donc gardez votre argent et investissez dans autre chose, dans de la lecture, dans du sport, dans d'autres choses, mais ça ne va pas beaucoup vous aider. Pire, parfois je vois des patients qui développent une relation de dépendance vis-à-vis d'un voyant ou d'une voyante et dès qu'ils sont inquiets, ils ont besoin d'appeler cette personne pour savoir si ça va s'arranger. Donc faites bien attention à ça. Ensuite, les thérapies par la parole où on va parler du problème, par expérience ne servent pas à grand chose parce que le problème n'est pas au niveau de la parole mais se passe plutôt au niveau corporel, au niveau de la souffrance. Et les thérapies qui travaillent sur la parole, en fait, ne servent pas à grand-chose dans ce type de problème émotionnel et il y a d'autres voies pour vous aider. Maintenant, on va aborder l'aspect de la gestion des émotions. Comment on fait pour gérer ses émotions dans un chagrin d'amour? Première chose à faire, là maintenant, vous êtes devant moi, vous regardez la vidéo, peut-être vous êtes dans une situation de rupture amoureuse et de souffrance. Donc je vais vous demander juste de faire un petit exercice très simple, vous fermez les yeux et vous allez essayer d'examiner en vous quelle est l'émotion que vous ressentez là maintenant pendant que vous êtes en train de regarder cette vidéo et que vous pensez à la personne avec qui vous avez rompu. Est-ce que c'est de la souffrance, de la tristesse? Souvent il y a aussi de la colère. Parfois les deux en même temps, parfois ce n'est pas en même temps. Donc peut-être aujourd'hui, là, quand vous y pensez, c'est de la colère, de la tristesse, de l'angoisse du futur. Une fois que vous avez identifié votre émotion, vous allez essayer d'observer où est-ce que dans votre corps vous observez cette émotion. Où est-ce que vous la sentez? Alors, il y a différentes cas de figure. Il y a des gens qui ressentent l'émotion dans le corps. Normalement, une émotion, ça se ressent dans le corps. Dans une rupture amoureuse, si on souffre, on sait très bien l'endroit du corps où on souffre. Ça peut être au niveau du ventre, on peut avoir une torsion, du mal à manger, ça peut être des brûlures, on peut avoir des tensions, ça peut être au niveau de la gorge. Donc, prenez juste un petit peu de temps pour faire un scanner de votre corps de la tête aux pieds. Vous pouvez faire une pause sur la vidéo, vous faites un scanner de la tête aux pieds, vous observez à quel endroit de votre corps vous ressentez cette émotion. Une fois que vous avez identifié où est-ce que vous ressentez cette émotion, vous essayez de lui mettre une note. 0, je ne ressens pas d'émotion. 10, c'est le maximum d'émotion que vous imaginez possible chez vous. Alors c'est subjectif, donc ce n'est pas très important d'avoir le bon chiffre,
L'important, c'est que ça vous parle. Une fois que vous avez identifié votre émotion et comment vous pouvez l'évaluer, vous allez juste fermer les yeux et prendre le temps d'observer cette émotion. Juste l'observer. Donc vous pouvez faire une pause sur la vidéo et prendre le temps d'observer cette émotion pendant plusieurs minutes, 5 minutes, 10 minutes, même pourquoi pas plus. Et vous allez essayer de remarquer, pendant que vous l'observez, qu'est-ce qui se passe quand vous l'observez. Voilà, vous avez peut-être remarqué certaines choses pendant que vous observiez cette émotion. C'est important de comprendre que les gens qui souffrent souvent veulent se couper de leurs émotions. Donc c'est très important d'être dans un état d'acceptation de l'émotion, de non-jugement et d'observer cette émotion tranquillement. Cela va plus vous aider à la réguler que si vous vouliez donner un coup de fil, absolument voir l'autre personne, parce qu'en fait, quand on veut absolument, dans la panique, joindre l'autre personne, c'est pas vraiment joindre l'autre personne qu'on veut faire, c'est ne plus ressentir cette panique, c'est ne plus ressentir cette angoisse. Donc si on apprend à apprivoiser cette angoisse, à l'accepter, on sera moins dans un état d'urgence. Donc faites cet exercice régulièrement et ça va vraiment vous aider. Maintenant, je vais vous donner un autre conseil. On vient d'identifier l'émotion. Vous devez comprendre que l'émotion que l'on ressent dans une rupture amoureuse, surtout la panique, l'angoisse, la crise de panique, la colère, correspondent souvent à des parties de soi qui sont archaïques. Et c'est souvent une partie qui n'est pas vraiment une partie émotionnelle adulte, c'est souvent une partie très très ancienne et vous pouvez parfois vous sentir un peu comme un enfant perdu. Donc c'est très important que vous repériez cette partie de vous. Vous allez pouvoir rajouter une dimension différente. Vous avez remarqué que quand vous êtes paniqué, il y a une partie de vous que vous avez bien du mal à contrôler. Alors ça s'explique au niveau cérébral, c'est le sous-cortex, le système émotionnel, le cerveau émotionnel qui prend le dessus sur le néocortex. Donc souvent, ce n'est pas raisonnable. Donc vos amis, peut-être vos proches essayent de vous raisonner, vous essayez de vous raisonner vous-même et en général, vous n'y arrivez pas parce qu'il y a une partie de vous qui vous échappe. En général, la partie qui panique, qui souffre, est une partie assez archaïque. Et je vais vous demander de faire un petit exercice. Vous allez fermer les yeux et comme tout à l'heure, vous allez prendre le temps d'essayer de voir où est-ce que dans votre corps vous ressentez cette partie qui souffre. Alors ça peut être le même endroit que la partie émotionnelle qu'on a pratiquée tout à l'heure. Ça peut être l'endroit où vous avez la peur, l'anxiété, la panique. Donc essayez d'abord de vous connecter avec cette sensation corporelle, cette émotion négative quand vous évoquez la rupture avec votre amoureux ou votre amoureuse. Et une fois que vous êtes connecté avec cette partie, essayez sans trop réfléchir, de vous poser la question comment je pourrais me représenter cette partie de moi qui souffre? Est-ce que ce serait moi aujourd'hui? Est-ce que ce serait moi plus jeune? Ou est-ce que ce serait un personnage ou toute autre chose, parfois même un animal pour certains patients? Essayez de vous représenter comment vous voyez cette partie de vous qui souffre. Fermez les yeux, connectez-vous avec l'émotion et prenez le temps de laisser venir à votre esprit comment vous vous représentez cette partie de vous. Moi, je demande souvent aux patients, si on faisait rentrer dans la pièce la partie de vous qui souffre, qui on verrait rentrer? Posez-vous cette question et voyez un petit peu ce qui se passe. Vous pouvez faire une pause sur la vidéo et faites l'exercice. Voilà, une fois que vous avez fait l'exercice, il faut juste garder en tête comment vous vous représentez cette partie de vous. Et vous allez poser vos mains à l'endroit où vous ressentez votre souffrance et vous allez mentalement faire comme si vous étiez en train de prendre soin de cette partie de vous. Et vous pouvez, en fermant les yeux, mentalement parler à cette partie de vous comme si vous étiez en train de parler à un enfant, comme si en tant qu'adulte, vous étiez en train de rassurer un enfant que vous avez croisé dans un jardin public, qui a perdu ses parents. Vous pourriez lui parler en disant « ça va aller, ça va s'arranger ». Essayez de faire ça comme si vous vous occupiez de cette partie de vous-même et essayez d'innover en trouvant des mots qui pourraient rassurer cette partie de vous. Comme si vous vouliez prendre soin de cette partie de vous.
Ça, c'est un exercice que je vous invite à pratiquer maintenant, toujours en faisant une pause sur la vidéo, mais aussi régulièrement dans les jours qui suivent. Gardez toujours l'esprit ouvert, de rester dans l'acceptation de ce qui se passe et juste, sans rien attendre, remarquez ce qui se passe quand vous faites cette expérience. Voilà, maintenant je vais vous donner une dernière technique pour toujours vous aider dans cette situation difficile. Vous allez essayer de retrouver dans votre esprit une personne, un proche ou même un instituteur, une institutrice, un professeur, quelqu'un qui vous a vraiment fait ressentir de la sécurité, qui vous a encouragé, qui vous a fait vous sentir peut-être plus fort ou plus sécure. Donc prenez le temps, toujours en faisant une pause sur la vidéo, de réfléchir qui je pourrais trouver. Alors ça peut être une grand-tante, une grand-mère. Une fois que vous avez trouvé la personne, vous allez fermer les yeux, pensez à cette personne et essayez de voir où est-ce que dans votre corps vous ressentez cette impression de sécurité, cette impression de réassurance qu'a pu vous donner cette personne. Alors parfois il y a des patients qui disent non mais moi je trouve personne, personne ne m'a sécurisé dans ma vie, ni mes parents, ni une grand-tante, ni une grand-mère, je me suis toujours senti dans l'insécurité. Alors dans ces cas-là vous pouvez prendre un personnage réel, ça peut être un personnage religieux, le Dalai Lama, un personnage de votre religion si vous aimez une religion, ça peut être un philosophe, ça peut être une personne, un héros dans une fiction, enfin quelqu'un qui vous a peut-être donné envie de vous identifier, que vous avez trouvé fort, rassurant. Une fois que vous avez trouvé ce personnage, vous pouvez à nouveau essayer de voir qu'est-ce que ça vous fait ressentir quand vous pensez à ce personnage et l'utiliser de la même façon qu'un proche qui aurait été une ressource. Faites une pause sur la vidéo et prenez le temps de faire cet exercice. Une fois que vous avez fait cet exercice, je vais vous demander de le faire régulièrement. Et vous pouvez même faire l'expérience que quand vous êtes connecté avec votre partie qui souffre, d'introduire cette dimension, c'est-à-dire mentalement d'introduire cette personne, soit dans l'image, soit dans le souvenir, pour essayer de voir qu'est-ce qui se passe au niveau de vos émotions quand vous convoquez cette personne qui a pu être une ressource. Et vous allez voir que ça peut vraiment vous aider. Les techniques que je vous ai décrites, on les utilise en psychotraumatologie pour aider les patients à traverser des traumas. Et le dernier exercice que je vous ai donné, ça s'appelle une ressource. Donc on essaie de trouver une ressource en une personne. Voilà, donc n'oubliez pas que tous les exercices que je vous ai donnés sont destinés à vous rassurer vous-même, à réguler l'émotion de la partie en vous qui panique, car souvent on veut être régulé par les autres, on veut aller voir ses proches, on veut aller voir ses amis, on veut rassurer cette partie en soi qui panique à travers les autres, mais en général ça ne fonctionne pas. La seule personne qui est capable de rassurer cette partie de vous, c'est vous-même. Donc c'est très intéressant et c'est vraiment en général très positif de pratiquer les exercices que je vous ai donnés qui sont très orientés thérapie pleine conscience et qui sont des thérapies qui montrent leur efficacité tous les jours. Voilà, j'espère que tout ça vous a aidé. Vous pouvez me laisser des commentaires et me donner un retour d'expérience dans les commentaires ou même poser des questions. Je vous remercie pour votre attention.